Lorsqu'on s'aventure dans les travaux de clôture comptable sans démarche rigoureuse, sans une approche méthodique, on court le risque de ne pas identifier les erreurs présentes dans les comptes. Dans cette vidéo, je te montre ma méthode pour clôturer efficacement les comptes et nous allons l'utiliser pour les capitaux propres. Le principal outil de notre travail, ce sera la balance des comptes d'une société que j'ai nommée la société Compta Ltd. On va s'en servir en guise d'illustration pour que tu vois comment se déroule une vraie clôture des comptes. L'hypothèse sous-jacente ici, c'est que l'ensemble des écritures sont déjà passées, sont déjà présentes dans les comptes. On a donc en main une balance quasi définitive à valider avant l'élaboration des états financiers. Et les outils de contrôle qu'on va utiliser, dont on va se servir, sont pour la plupart extra-comptables. En réalité, il n'y a pas meilleur moyen pour garantir l'exactitude des soldes figurant sur une balance que d'utiliser des outils hors comptabilité. Notre travail va s'articuler sur 3 points bien précis. Premièrement, on va voir comment contrôler les comptes de capitaux propres au sens premier même du terme, c'est-à-dire les comptes de capital, résultat, report à nouveau, réserve et prime le cas échéant. Deuxièmement, on va voir comment contrôler les comptes de subvention. On peut recevoir des subventions qui portent sur des biens amortissables ou alors sur des biens non amortissables. On verra comment contrôler ça. Et troisièmement, on verra comment contrôler les comptes de provision réglementées. Je sais, c'est pas très courant d'en avoir, mais on verra tout de même comment contrôler des comptes irrelatifs le cas échéant. On va donc se servir de notre balance, celle de la société Compta Ltd, pour travailler, pour vérifier que les soldes sont tout simplement corrects. C'est la balance établie au 31 décembre de l'année N, c'est-à-dire que cela porte sur l'exercice N et cela concerne donc l'ensemble des comptes de la classe 1 à la classe 8, donc une balance plutôt complète. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les comptes de capitaux propres. Ceux que j'ai mis ici en surbrillance, c'est ceux pour lesquels on va, à travers une stratégie de contrôle, s'assurer que ces deux colonnes que vous voyez ici, la colonne de mouvement débit et la colonne de mouvement crédit, eh bien, traduit les faits dans leur exhaustivité, mais aussi dans leur exactitude, et que par conséquent, l'impact sur les soldes de clôture sont justifiés. Donc, on a 3 onglets avec lesquels on va bosser. On a premier onglet, c'est les capitaux propres, au sens premier du terme. Donc là, on aura le capital, les réserves, le report à nouveau, le résultat net. Là, on aura les subventions d'investissement essentiellement. C'est toujours bien de s'assurer qu'ici, on n'a pas de subventions d'exploitation comptabilisées comme capitaux propres. Parce que la subvention d'exploitation, ça on le sait, c'est accordé pour permettre à l'entreprise de compléter son chiffre d'affaires. Ça, c'est sur des secteurs très souvent où les prix sont homologués par l'État, ou encore pour l'aider à faire face à ses charges d'exploitation. Par conséquent, lorsque une entreprise va recevoir des subventions d'exploitation, cela devrait être comptabilisé directement dans le compte de résultat. Ça ne devrait pas influencer le bilan et par conséquent, ça ne devrait pas se retrouver dans les capitaux propres. Donc ici, on vérifie que les subventions ne portent, du moins est-ce que ce sont des subventions d'investissement, des subventions pour permettre à l'entreprise d'obtenir des immobilisations. Et on a donc 2 contrôles qu'on va effectuer. Le premier sur les biens amortissables, le second sur les biens non amortissables. Et troisièmement, on aura donc les provisions réglementées. C'est des cas plutôt assez rares parce qu'une provision réglementée, on l'obtient parce qu'on veut bénéficier en fait d'une disposition légale, d'une disposition réglementaire, comme son nom l'indique, provision réglementée. Mais il y a tout de même des contrôles qui peuvent être effectués afin de s'assurer que ce qu'on a dans les comptes, eh bien que c'est cohérent, que c'est exact. On commence donc par les capitaux propres et là on a 3 contrôles à effectuer. Le premier se rapporte à l'affectation du résultat et ça c'est un contrôle très important. C'est toujours bien de récupérer le procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire, de l'Assemblée des actionnaires, ou alors si vous êtes dans une société à responsabilité limitée de l'Assemblée, donc des associés, qui se réunit pour statuer sur les comptes, pour les approuver, mais aussi pour décider de l'affectation du résultat. Alors, il faut vraiment vérifier que dans les comptes, ce procès verbal, il est correctement traduit. Et on a donc ce tableau de contrôle qui nous permet de nous en assurer. Le deuxième contrôle qu'on va effectuer, c'est sur la réserve légale. Toujours vérifier que c'est bien ce qui est prévu légalement, que le taux qu'on applique au bénéfice pour obtenir la réserve légale qui est donc comptabilisée, que cela correspond tout simplement à ce que prévoit le texte de loi. C'est un contrôle important et en tant que comptable, c'est toujours bien de faire cette routine, de vérifier que la réserve légale qui est comptabilisée
correspond rigoureusement à ce que prévoit la loi. Et troisièmement, j'ai prévu ce contrôle sur le niveau des capitaux propres. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller regarder que le niveau des capitaux propres qu'on a reste bien au-dessus du seuil prévu par l'acte uniforme, prévu par la disposition légale. Donc, on commence avec l'affectation du résultat. De quel document on aura besoin ici? Comme on l'a dit un peu plus haut, on aura besoin du procès verbal qui statue sur les comptes, qui affecte le résultat. Comment ça fonctionne ce tableau? Là, vous avez les comptes et ici, on a les soldes d'ouverture. On suppose que là, en raison de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture, les soldes de clôture de l'exercice précédent, ils ont été vérifiés, ils ont été approuvés par l'Assemblée des actionnaires, donc ça ne bouge plus. Et par conséquent, on partira de là pour se faire une nouvelle situation. On a donc le solde d'ouverture ici. Et puis, on a trois colonnes importantes que j'ai prévues là. On a premièrement l'affectation du résultat N-1. On va voir ce que prévoit le procès verbal. Là, les dividendes distribués, si jamais on a décidé de payer des dividendes aux associés, on va mettre le montant ici. Et puis, les éventuelles variations de capital. Si jamais il y a eu, par exemple, une augmentation de capital, c'est important d'obtenir le procès verbal qui statue donc sur les capitaux propres afin de nous assurer que le montant comptabilisé, il est correct. Alors, ici, on va se servir du procès verbal de la société Compta, LTD. Ce procès verbal, le voici. On va s'intéresser à la résolution qui concerne l'affectation. Voilà, il s'agit de cette résolution où il est précisé ici que les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre N de la manière suivante. On a le bénéfice de l'exercice N-1 que voici 66 631 518. Une partie est affectée en réserve légale. On a également le report à nouveau des exercices antérieur qui nous permet d'obtenir le bénéfice distribuable et par conséquent ce bénéfice distribuable fait l'objet d'une distribution d'un dividende et ensuite d'une affectation au report à nouveau. Alors on peut déjà compléter ce montant, n'est-ce pas? Dans notre tableau de contrôle, le montant de réserve légale c'est 6 663 152, je le mets ici, il découle de l'affectation du résultat. On a dit 6 663 152. Voilà. Alors, ce qui me permet d'obtenir ici un solde de clôture de la réserve légale de 18 663 152 et c'est bien ce montant que j'ai dans la balance. On peut revenir sur notre balance pour vérifier que la réserve légale comprend bien ce montant de 18 663 152. Ça, c'est excellent. On va prendre le deuxième élément qui figure sur notre balance, le report à nouveau. On voit que le report à nouveau, il va varier. Il passe de 28 818 799 à 48 787 165. C'est la variation que je vais comptabiliser comme étant l'affectation du résultat. Alors, cette variation ou alors cette différence donne combien? On a dit 28 818 799 moins 48 787 165. On a donc une variation de 19 968 366. Alors, on aboutit ici dans notre tableau de contrôle à un report à nouveau de 48 787 165 qui reste conforme à ce qu'on a dans notre balance. Le troisième élément, ce sera la distribution d'un dividende de 40 millions que vous mettez tout simplement ici. On a distribué un dividende de 40 millions, très bien. Autre chose, c'est que on va compléter dans cette colonne d'affectation du résultat le différentiel entre les 40 millions et les 66 millions pour les imputer ici comme étant affectés à la réserve légale et au report à nouveau. Cette différence, ce sera de 26 631 518. Là, je mets en négatif pour être sûr qu'à la fin, on a une colonne qui donne 0. Très bien. Donc, lorsque vous procédez à cette vérification, le contrôle nous dit ici que tout est OK. On n'a pas d'écart entre la balance générale et le solde qu'on obtient par recalcul en se servant donc du procès verbal de l'affectation du résultat. Donc, lorsqu'on a terminé avec cette première étape, on peut dire que l'affectation du résultat a été correctement traduite dans les comptes. On est confortable dans ce résultat et puis on est content, on avance. On prend donc le deuxième élément ici, c'est la reperformance de la réserve légale. Alors, que prévoit le texte de loi dans l'environnement OHADA? Il est prévu qu'on constitue sur le bénéfice une dotation à la réserve légale d'un dixième du bénéfice réalisé. Et cette dotation,
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social, c'est-à-dire que lorsqu'il atteint 20%. Donc, ce qui signifie que nous avons notre résultat pour l'exercice N-1. Je vais inclure une formule ici pour récupérer ce résultat de l'exercice N-1. Les pertes antérieures, on n'en a pas. Si on avait eu des pertes antérieures, on devrait tout simplement venir ici et mettre le montant de la perte antérieure. Donc là, on a la base de détermination de la réserve légale qui est constituée uniquement de notre bénéfice de l'année N-1. Et puis, 10% de ce montant, ça donnera 6 663 152. Alors, nous avions une réserve légale en ouverture de 12 millions. Si on ajoute à ces 12 millions le montant qui devrait être doté, on aboutit à un solde de 18 663 152 qui reste conforme à ce que nous donne notre balance. Donc, on peut dire que ce contrôle également, il est correctement effectué. Le troisième contrôle qu'on va effectuer sur les capitaux propres, c'est de nous assurer que les capitaux propres ne sont pas en dessous de la moitié du capital social. Dans les sociétés de capitaux, notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée, c'est un contrôle important à effectuer parce qu'il y a des impacts légaux. En fait, lorsque votre société va effectuer des pertes et qui vont cumulativement donner un niveau de capitaux propres qui est inférieur à la moitié du capital social, la loi demande donc aux actionnaires de se réunir et de décider de ce qui devrait être fait. Est-ce qu'ils vont continuer l'activité ou est-ce qu'ils vont dissoudre de manière anticipée la société? S'il est décidé donc qu'il y aura continuité d'exploitation, la société dispose d'un délai maximum de 2 ans afin de mettre à niveau ses capitaux propres de manière à ce que ceux-ci redeviennent supérieurs à la moitié du capital social. Donc, on va faire cette vérification. On a notre capital social de 100 millions. C'est ce qu'on peut retrouver ici dans la balance. Une fois qu'on a notre capital social de 100 millions, on va déterminer la moitié du capital social. 50% de 100 millions, c'est bien 50 millions. Et ici, on va comparer cette valeur, cette moitié du capital social au niveau des capitaux propres que nous avons présentement. Ces capitaux propres, c'est 167 450 000. Et ici, notre contrôle nous dit que le niveau des capitaux propres, il est correct parce que ces capitaux propres restent bien largement au-dessus de la moitié du capital social. Maintenant qu'on a terminé avec les capitaux propres, on avance cette fois-ci avec le deuxième élément à contrôler. Il s'agit donc de la subvention. Ici, on parle des subventions d'investissement. Donc, ces subventions d'investissement vont servir soit à financer des biens amortissables, tel que c'est prévu ici sur le premier contrôle, soit à financer des biens non amortissables. Pour les biens amortissables, qu'est-ce qu'on va faire? Il est question à travers ce premier contrôle d'identifier quels sont les biens qui sont financés par le biais des subventions. Donc, vous allez partir dans votre fichier des immobilisations et vous repérez le numéro d'identifiant, la référence des biens qui sont financés par des subventions et vous indiquez ici la nature des biens qui sont financés. Ce contrôle est important, pourquoi? Parce qu'il est question de vérifier que la subvention est rapportée au résultat au même rythme que l'amortissement. C'est ce que prévoit donc la norme comptable. Lorsque vous avez un bien qui est financé par une subvention, il est question de rapporter au résultat, c'est-à-dire de reprendre chaque année une proportion de cette subvention au même rythme que l'amortissement de votre bien financé par la subvention. Donc, on va regarder donc pour chacun de nos deux biens ici. La valeur brute, c'est 15 millions pour chacun de ce matériel automobile financé par la subvention. On va regarder quel est le cumul des amortissements enregistrés sur ce matériel automobile. On voit bien que le cumul, c'est 3,7 millions pour chacun d'eux. Et on va donc se demander quelle est la proportion de l'amortissement déjà constaté. Ça fera donc 25%. Donc 25% de la valeur est déjà amortie. Étant donné que la subvention doit être reprise au même rythme que l'amortissement, cela signifie quoi? Qu'il faudra reprendre une subvention et le rapporter au résultat à hauteur de 25% de la subvention obtenue ayant servi à financer donc l'acquisition de ce matériel automobile. Et c'est cela qu'il faut vérifier ici. Ici, j'ai posé une formule qui prendra donc la valeur brute de la subvention obtenue et va donc déterminer les 25%. C'est ça qui devrait être rapporté au résultat à telle enseigne qu'on se retrouve avec un solde de subvention théorique de 15 millions moins 3,7 millions. Il est donc question de vérifier tout simplement que le solde de la subvention théorique, c'est cela qu'on a
effectivement dans notre balance générale, et c'est bien le cas, 22,5 millions, vous allez remarquer que dans la balance générale, vous avez bien 22,5 millions. Donc voilà un contrôle important à réaliser. Le but, la finalité de ce contrôle étant de s'assurer que le montant de la subvention rapporté au résultat est fait au même rythme, dans la même proportion que l'amortissement des biens ayant été financés donc par la subvention. Maintenant, le deuxième contrôle, ça porte sur les subventions sur les biens non amortissables, parce qu'on peut recevoir une subvention dans le but d'acquérir un bien non amortissable. Ce sera par exemple les subventions qui sont reçues pour financer l'acquisition d'un terrain. On sait que les terrains, sauf cas exceptionnels, les terrains de gisement, etc., sauf cas exceptionnels, les terrains ne vont pas s'amortir. Au contraire, les terrains s'apprécient, augmentent de valeur avec le temps. Donc, c'est les biens que nous n'allons pas amortir. Cependant, il reste que la subvention ayant servi à financer ce terrain va tout de même être rapportée au résultat. Alors, on sait très bien que deux cas peuvent se présenter. Le premier cas, ce sera le cas où la personne qui accorde la subvention, l'autorité publique, lorsqu'elle vous accorde la subvention, prévoit une clause d'inaliénabilité. Il va donc, l'État par exemple va vous dire, OK, je finance l'acquisition de votre terrain, mais vous ne devez pas céder ce terrain sur un délai de temps de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Donc, c'est ça qu'on appelle la durée d'inaliénabilité. À ce moment, la subvention reçue pour financer l'acquisition du bien va donc être reprise, va donc être rapportée au résultat sur la durée d'inaliénabilité. Mais il peut également arriver que le contrat de subvention ne prévoit pas de clause d'inaliénabilité. Que dit donc le droit comptable? Il sera question de rapporter la subvention au résultat sur une période de 10 ans. Donc, c'est notre cas ici. On a donc deux terrains. Vous allez également pouvoir identifier ce terrain dans votre fichier des immobilisations. Ça, c'est absolument important. Et vérifier donc que la subvention rapportée au résultat reste bien dans le cadre de cette durée d'inaliénabilité de 10 ans. Et c'est bien ce qu'on va relever ici. On a reçu la subvention au début de l'année N. Et il est donc question de vérifier que ce qui est rapporté au résultat reste dans la proportion de 10% et que le solde de la subvention théorique, c'est-à-dire la subvention pour 20 millions, soustraction faite, déduction faite de ce qui est rapporté au résultat, il nous restera donc 18 millions. Et on vérifie donc que nous avons bel et bien 18 millions dans notre balance, ce qui est bel et bien le cas, n'est-ce pas? Alors, on va terminer avec les provisions réglementées. Ces provisions qui vont donc être comptabilisées en application de la loi, des textes réglementaires ou même des dispositions fiscales, pourquoi pas. Et l'entreprise pourrait en bénéficier et faire le choix de les comptabiliser. Maintenant, tout dépend de l'environnement légal dans lequel on va se retrouver. C'est des cas tout de même rares. Maintenant, si votre entreprise en a comptabilisé, c'est important, premièrement, de vérifier, de prendre le texte de loi et de l'avoir en face de soi pour vérifier que ce qui est passé dans les comptes, dans le système comptable, traduit de manière fidèle cette disposition légale que l'entreprise est en train d'appliquer, qu'elle est en train de bénéficier. Alors, en dehors de ça, il y a deux autres contrôles qui me semblent pertinents à effectuer. Le premier, c'est de reconstituer les provisions réglementées. Étant donné que les provisions réglementées n'ont rien à voir avec l'activité ordinaire, l'activité normale de l'entreprise, ce qui est prévu par les normes comptables, c'est de comptabiliser toute dotation de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que les dotations de provisions réglementées ne doivent se retrouver que dans le hors activité ordinaire, de même que les reprises de provisions réglementées. Donc, ce premier contrôle vise à reconstituer les provisions réglementées en partant de ce principe. C'est-à-dire qu'on prendra, ça c'est deux exemples de provisions réglementées qu'on pourrait avoir, et on prendra donc le solde qu'on avait au 31 décembre de l'exercice N-1, ça c'est le solde d'ouverture. On va dans le compte de résultat, du moins dans les comptes de gestion, on identifie les dotations exceptionnelles qu'on va retrouver dans les comptes 851. On va donc les faire figurer ici, sur ces lignes. Et ensuite, on prend les reprises qui sont, comme je viens de le préciser, qui sont comptabilisées en exceptionnel. On les met là et puis on va reconstituer le solde qu'on devrait avoir sur les provisions réglementées partant de ces dotations et de ces reprises, et on s'assure que cela correspond bel et bien à ce qu'affiche notre balance générale. Donc ça, c'est un premier contrôle de reconstitution des provisions réglementées afin de s'assurer que la règle comptable y relative est tout simplement appliquée. Le deuxième contrôle qui devrait être effectué pour s'assurer qu'on a une balance qui est tout simplement correcte, elle porte sur les amortissements dérogatoires.
On sait que l'amortissement dérogatoire, c'est la partie excédentaire de l'amortissement, la partie qui est donc supérieure à l'amortissement économique du bien. Et cet amortissement dérogatoire est tout simplement comptabilisé pour bénéficier, pour profiter d'une disposition fiscale favorable qui autorise à comptabiliser les amortissements importants les premières années de l'utilisation du bien et par conséquent d'avoir des amortissements moindres sur les dernières années d'utilisation du bien. Ça permet donc voilà, d'avoir un bénéfice fiscal tout simplement faible en début lorsqu'on procède à des investissements importants. Maintenant, il est question de vérifier ici pour le cas spécifique des amortissements dérogatoires que chaque fois qu'on va sortir, qu'on va céder par exemple des immobilisations qui sont concernées par ces amortissements dérogatoires, de s'assurer que les amortissements dérogatoires en question ont été tout simplement sortis, ont été repris. Donc ici, vous allez indiquer pour chacun des matériels, pour chacune des immobilisations concernées, la référence, l'identifiant de cette immobilisation dans le fichier des immobilisations. Vous indiquez là la valeur brute, la valeur de l'amortissement dérogatoire est déjà comptabilisée. Si le bien a fait l'objet d'une cession, il faudrait bien entendu préciser ici que l'amortissement dérogatoire en question a été repris. Donc voilà un contrôle pertinent qui devrait être effectué sur les amortissements dérogatoires. En conclusion, nous nous sommes limités dans cette vidéo au compte de capitaux propres. Alors pour couvrir l'ensemble des cycles comptables, j'ai conçu pour toi un guide de clôture comptable que tu peux télécharger en cliquant dans le lien que j'ai prévu dans la description. Ce guide, il est complètement gratuit. À quoi il sert? C'est tout simplement une checklist pour être sûr que tu n'as rien loupé, afin d'être certain que tu as couvert tous les risques associés à chacun des cycles comptables et postes des états financiers. Donc, il y a 19 points de contrôle dans ce guide de clôture comptable, 12 pour les comptes de bilan et 7 pour les comptes de gestion. Grâce à ce guide, tu vas clôturer sereinement tes comptes en limitant les risques d'erreur dans les comptes, en limitant le risque d'omission dans les enregistrements comptables, en limitant également les risques de fraude et de détournement qui pourraient donc être détectés en faisant un bon contrôle de tes comptes. Clique dans le lien qui est dans la description afin d'avoir accès gratuitement à ce guide de clôture comptable. Abonne-toi également à la chaîne pour ne pas rater de nouveaux contenus et active les notifications. Qu'est-ce que tu attends? Il faut le faire pour que nous puissions faire grandir la communauté sur YouTube. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.